Sur la liberté intérieure, d'analyser, la pensée de Kant, extrait d'un tout petit ouvrage, un essai, hein, il fait une soixantaine de pages, «Qu'est-ce que les Lumières?» Donc c'est un livre, qui est assez facile à lire et je vous invite véritablement à voilà, à le consulter parce qu'il est, plus qu'intéressant. Donc voilà, je vous ai préparé un petit PowerPoint. C'est un livre qui a été publié en 1784 et qui s'inscrit dans un véritable combat, mais qui est assez, comment dire? Assez enfin, qui est caractéristique, hein, de l'époque des Lumières, du XVIIIe siècle et qui va œuvrer pour cette, liberté de pensée. Alors en contre-exemple, j'ai mis exemple, mais bien sûr c'est un contre-exemple qu'on pourrait utiliser, pour caractériser ce qu'est un monde sans lumière, un monde, obscur et finalement, soumis à l'obscurantisme. On aurait l'exemple de Louis XIV qui représentait un souverain absolu dont rien, ne venait limiter le pouvoir, qui était un élu de Dieu. Donc vraiment on a ce pouvoir politique qui s'applique et qui se nourrit de la religion pour étendre, sa suprématie. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'appelait le roi soleil et il utilisait beaucoup la lumière, et la lumière était ici prise dans un sens très péjoratif. C'était un instrument de propagande qui s'assurait aussi l'alliance des meilleurs esprits. Donc pour Kant, il faut vraiment se démarquer, hein. Il ne s'agit pas de cette lumière-là dont on parle lorsqu'on parle des qu'est-ce que les lumières. Pourquoi? Parce que cette lumière-là, a une visée impérialiste, qui est une pure catastrophe pour l'humanité, au sens où elle obscurcit, la liberté de pensée des individus, elle l'anéantit. Donc les lumières, en philosophie, j'entends, c'est un courant qui, lui, constitue un progrès majeur pour la liberté de pensée, même si les effets, selon Kant, ne seront pas immédiats. D'ailleurs, Kant pense qu'il ne les connaîtra pas de son vivant. Pour lui, en tout cas, il faut, vraiment attendre que le peuple puisse faire usage de sa propre raison en pensant par lui-même. Les hommes n'ont pas encore répondu à cette exhortation, mais cela devrait advenir notamment à travers la publication d'ouvrages comme celui-ci et de ces siècles de lumière, qui est, les lumières bien sûr de la raison et de la liberté de penser. Alors, pardon, excusez-moi, c'est un ouvrage qui, s'appuie sur un exemple, pour le coup, qui n'est pas un contre-exemple cette fois-ci, celui de Frédéric II, que Kant qualifie d'ailleurs, de siècle de Frédéric, lorsqu'il parle de l'époque de son règne. Frédéric II, donc, qui était, roi de Prusse, prince de Prusse, roi philosophe en tout cas, qui est monté sur le trône en 1740 et qui a entrepris de nombreuses, réformes. Mais lui s'inscrivait, dans cet esprit d'être un serviteur de l'État. C'est-à-dire qu'il n'était pas celui qui était souverain, mais celui qui devait servir l'État, donc qui était, un des sujets de l'État, finalement. Et c'était un véritable ami des Lumières, il était d'ailleurs, francophile, il a eu et ça pour le coup, ça mérite d'être souligné puisque vous savez que je suis une grande fan de Jean-Jacques Rousseau, il était plutôt, opposé à Voltaire. Voilà, donc Kant va vraiment s'inspirer de cet esprit, de Frédéric II dans cet ouvrage. Alors pourquoi, ce livre «Qu'est-ce que les Lumières?» Parce que Kant, en fait, nous invite à nous servir de notre intelligence et à sortir, d'une minorité intellectuelle dans laquelle on se trouve, mais on se trouve dans cette minorité par notre propre faute. Lorsqu'on parle des Lumières, Kant dit d'ailleurs, hein, que pour accéder aux lumières de la raison, l'homme doit sortir de cette minorité où il se trouve. Il se trouve dans cette minorité par sa propre faute, parce qu'il est faible. Parce qu'il ne fait pas, preuve du courage qui est nécessaire lorsqu'on pense par soi-même. Heu, Finalement, penser comme tout le monde, être, dans cet instinct grégaire, hein, si on veut reprendre les mots de Nietzsche, c'est encore une fois et là on voit bien le lien Kant-Nietzsche, hein, pour le coup, faire preuve de faiblesse, faire preuve de paresse et de lâcheté, et cette faiblesse finalement nous empêche de sortir de cet état de minorité. Donc la minorité, c'est finalement ne pas se servir de son intelligence et se laisser diriger par autrui ou par celle d'autrui. C'est-à-dire celui qui serait capable de, donner du prêt-à-penser, eh bien on va s'abreuver de ça, à défaut de penser par soi-même. Heu, Finalement pour Kant, il y a une vraie responsabilité de ce qu'il appelle, alors il ne les appelle pas les majeurs, attention, il les appelle les tuteurs, et ça c'est important de bien faire la distinction. Les tuteurs en fait sont ceux qui vont, contribuer à entretenir les individus faibles dans leur, minorité,
Et ils vont superviser en fait leurs semblables. Alors là, quand je parle de la majorité des semblables, je parle du plus grand nombre des semblables, qui sont marqués par leur abêtissement, c'est-à-dire qu'ils sont plus propres aux animaux qui suivent bêtement le troupeau sans forcément s'interroger de pourquoi ils vont là où ils vont. Donc finalement, cette minorité, c'est une seconde nature, hein, qui est aimée par le peuple, qui reste euh, enfermée dans celle-ci parce qu'elle est plus confortable. Parce qu'il est plus confortable, et là pour le coup, vous voyez le lien à Sartre maintenant, il est parfois beaucoup plus confortable de suivre un prêt-à-penser que de le créer par soi-même. Ça nécessite une individualité dans la pensée, ça nécessite une réflexion personnelle, et ça nécessite comment dire, d'assumer cette réflexion-là. Donc, Kant va valoriser le concept d'Aufklärung, donc les germanistes parmi nous savent de quoi nous parlons. L'Aufklärung, c'est l'éclaircissement. On doit éclairer son esprit pour sortir de cette obscure tutelle, et on doit se servir de cette lumière, de notre raison, pour avancer. Donc nous allons sortir de la minorité, pardon, et Kant nous dit cette phrase sapere aude, qui signifie aie le courage de penser par toi-même, aie le courage de te servir de ton propre entendement, comme il le dit, ça ce sont ses mots, c'est-à-dire aie le courage de penser de manière individuelle et singulière. Pour lui, en tout cas, il est très optimiste, pardon, le public sera capable de s'éclairer. Toutefois, il faut que les tuteurs leur en laissent la liberté et arrêtent de les manipuler et de les gouverner, donc de les priver de cette liberté intérieure. Kant pense effectivement que ce sera un processus qui sera long et difficile, plus long qu'une révolution, et donc de ce fait, ce sera long parce qu'il y a une difficulté qui est essentielle, hein, qui est celle de penser par soi-même. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à savoir quelle pensée finalement est véritablement la mienne. C'est très dur, on imagine parfois que nos pensées sont les nôtres, et Kant nous dit ça bien avant l'émergence de Freud et de la conscience et de l'inconscient, hein, et de l'emprise de l'inconscient sur nous. Donc Kant avait, pour le coup, ici, été plutôt lucide sur la condition de l'homme. Très souvent, quand nous faisons un choix, nous imaginons que ce choix est le nôtre. On se croit, en fait, libre de penser, mais pour autant, on ne sait pas véritablement. On va adhérer à des idées sans vraiment s'interroger sur la valeur de ces idées-là. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a eu la tragique crise sanitaire du Covid, tout le monde avait un avis sur le vaccin. Et tout le monde pensait que sa pensée sur le vaccin était la sienne. Alors on préférait Pfizer la marque, à une autre marque de vaccin, mais pour autant personne n'était véritablement chercheur, biologiste ou travaillant dans le domaine médical, étant capable d'avoir des connaissances sur le sujet. Dans ce cas-là, nous pensions penser par nous-mêmes, mais nous étions soumis à ce que nous appelons, c'est un peu la verrue de toute société, nous étions soumis aux préjugés. Les préjugés, les croyances, c'est quand les idées elles viennent de causes extérieures, mais lorsqu'on ignore en fait que ces causes-là sont extérieures à nous. On les prend pour soi, mais elles ne sont pas à nous. Donc la seule question pour Kant qui mérite d'être posée, c'est quelles sont les idées qui viennent de moi, en moi. C'est-à-dire quelles sont les idées qui, en moi, proviennent d'un examen complet et solide. Autrement dit, j'adhère au vaccin de Pfizer parce que j'ai fait une étude, que j'ai lu des articles scientifiques et qu'il me semble, avec l'éclairage de la connaissance que j'ai, qu'il est préférable à une autre marque. Alors, c'est pas du tout une pub pour Pfizer, je tiens à le dire, c'est juste que j'ai oublié le AstraZeneca, je crois, qui était l'autre marque. Ou Astra quelque chose. Bah, bref, je me prononcerai pas sur les marques de vaccins de toute façon. C'est juste pour vous faire comprendre l'idée. Donc très souvent, nous, on adhère à des idées par préjugés et par croyances, et non parce qu'on y adhère intellectuellement de manière sensée et construite. Donc, ce qui fera obstacle à cette sortie de la minorité, c'est si nous ne changeons pas nos modes de pensée. L'idée n'est pas de simplement changer ses idées, c'est changer notre manière de réfléchir. Donc pour sortir de la minorité, il faut changer son mode de pensée. Et il va falloir obéir à l'impératif de Socrate, c'est connais-toi toi-même. Autrement dit ici, sache pourquoi tu as telle idée en toi et pourquoi elle a de la valeur ou pourquoi elle n'en aurait pas. Autrement dit, il faut quitter l'apparence du savoir, abandonner le fait d'avoir de simples avis. Il faut vraiment changer sa façon d'être, son mode de vie,
en opérant cet exercice de l'esprit critique. Cela nécessite évidemment d'avoir du courage, ça va de soi, parce qu'il faut être capable de penser par soi-même, et c'est quelque chose qui est très difficile, parfois de s'assumer contre la minorité ou contre la masse. Et finalement, cette intelligence, elle sera le signe d'une véritable conversion de soi-même. Nous serons capables de nous transformer, ce qui est nécessaire pour Kant. Alors, Kant précise certaines idées quand même. Pour lui, les Lumières, évidemment, sont à venir. Il n'a pas encore connu un peuple qui s'est éclairé lui-même. Pour lui, le siècle dans lequel il vit n'est d'ailleurs pas un siècle éclairé, parce que les individus ne se servent pas encore de leur entendement de manière autonome. Donc c'est une perspective qu'il ouvre, qui est celle de la sortie de cette minorité. Donc il va falloir effectivement que nous arrivions à surmonter certains obstacles, comme il le nomme, hein, et petit à petit, ces difficultés vont diminuer et on verra des signes manifestes de l'avènement de ces lumières et de cet éclaircissement. Donc ce qu'on doit retenir, bien sûr, ce sont ces concepts-là qui sont importants. Le premier, l'Aufklärung, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui consiste au fait de se servir de sa raison, de pouvoir accéder à un savoir éclairé, un savoir consenti, dont nous adhérons non seulement aux conséquences de l'idée, mais au raisonnement aussi que nous avons utilisé pour y arriver. Et puis cet Aufklärung, il consiste surtout à ne jamais faire un usage passif de sa raison. Usage passif au sens, je m'abreuve de ce qui est dit, sans penser par moi-même. De ce fait, à partir du moment où on agit avec en nous cette idée d'éclaircissement par la raison, nous allons devenir autonomes. L'autonomie est un mot clé de la pensée de Kant. C'est une pensée libre, c'est aussi une pensée qui est universelle. Alors, je vous rappelle, si je ne l'ai pas déjà dit, l'étymologie du mot autonomie. Auto, soi-même, nomi, nomos, la loi. Autrement dit, se donner à soi-même sa propre loi. C'est un concept qui s'oppose à celui d'hétéronomie, hétéro l'autre, qui n'est pas moi, nomi la loi, c'est-à-dire la loi qui est faite par l'autre ou de l'autre qui n'est pas moi. Pour Kant, je dois toujours suivre ma propre loi, celle que je me suis fixée à moi-même. Et c'est le socle de toute forme de liberté intérieure. Et puis, bien sûr, on a cette distinction entre la liberté externe, hein, celle que l'État me donne, et de la liberté interne ou intérieure. On peut utiliser les deux. Où là, on est dans une conception morale où chacun a la lucidité qu'il mérite. Cela dépend de nous, évidemment. Donc ici, c'est ce que nous allons retenir. Et si je reviens à la carte mentale, c'est effectivement ce que je vous expliquais. C'est la capacité que nous avons à faire usage de notre libre arbitre, de notre arbitre humain, de façon autonome, ce qui va à l'encontre de l'arbitre animal, hein, quand je vous parlais tout à l'heure justement de cet esprit de troupeau, où nous allons suivre de manière non réfléchie le plus grand nombre. Donc l'état de la majorité intellectuelle sera cet état où nous allons penser par nous-mêmes et sortir de cette minorité. Il y aura un vrai bénéfice de l'homme, hein, à accéder aux lumières de sa propre raison. Et c'est aussi cette capacité à se fixer à soi-même sa propre loi, c'est-à-dire à être autonome. Voilà, je pense avoir fait le tour pour Kant. Je vous fais une dernière vidéo pour vous expliquer justement la petite partie sur Sénèque. Et voilà, j'espère que tout a été clair et de toute façon, on va se revoir pour en reparler. À bientôt!